Bonjour chers collègues, c'est vrai que les incidentalomes surrénaliens, c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Je pense qu'avec tous les examens radiologiques qu'on demande, on en voit souvent et des fois on se pose la question, est-ce qu'il faut qu'on appelle les endocrinos? Oui, non, dans quel cas ou qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va apporter un petit éclairage là-dessus en parlant notamment d'un article. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec l'article qui va être présenté aujourd'hui. Pour rappel, la définition de l'incidentalome surrénalien, c'est une masse de plus de 1 cm qui est découverte fortuitement à l'occasion d'un examen radiologique, quel qu'il soit, avec une prévalence qui est de 2 à 7% selon les séries dans la population adulte et qui a tendance à augmenter avec l'âge. Alors, ces incidentalomes, la plupart du temps, lorsqu'on va regarder ce qui sécrète éventuellement, quels sont le type de sécrétion auquel on a affaire, eh bien, la plupart du temps, en fait, ce sont des adénomes qui sont non sécrétants, comme vous pouvez le voir ici, qui ne fonctionnent pas en anglais, ou qui éventuellement sécrètent du cortisol, c'est ceux auxquels on va s'intéresser aujourd'hui, assez rarement ceux qui sécrètent de l'aldostérone. Donc c'est l'adénome surrénalien qui sécrète de l'aldostérone, c'est le syndrome de Cohn. Le phéochromocytome, de temps en temps, le carcinome surrénalien, qui reste heureusement assez rare et de mauvais pronostic d'ailleurs, et occasionnellement aussi, les nodules qu'on peut découvrir dans les surrénales peuvent être des métastases. Alors quand on parle de sécrétion autonome de cortisol, on va revenir un peu sur les définitions, mais on a souvent affaire à des comorbidités classiques du syndrome métabolique au sens large, avec des patients qui présentent volontiers une hypertension, une intolérance au glucose ou un diabète de type 2, une obésité, une dyslipidémie, éventuellement de l'ostéoporose, dans des stigmates à rechercher éventuellement lorsqu'on a affaire à un incidentalome surrénalien. Les recommandations européennes, vous voyez, ça date un peu, c'est 2016. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un incidentalome surrénalien? Il faut évaluer deux choses, l'aspect radiologique et puis l'aspect endocrinologique. Et pour ce qui est de l'aspect endocrinologique, en général, on propose 3 tests. Le test de suppression à la dexaméthasone, c'est-à-dire qu'on donne 1 mg de dexaméthasone à 23 heures et on fait un cortisol basal le lendemain matin. On fait les méthanéphrines plasmatiques ou urinaires à la recherche du phéochromocytome. Et dans les cas qui présentent une hypertension et ou une hypokaliémie, on va faire le ratio aldostérone-rénine à la recherche de ce fameux syndrome de Cohn. Je passe un petit peu ce qui est dessous dans l'algorithme, je reviendrai dessus ultérieurement. Mais voici l'article. L'article paru dans les Annals of Internal Medicine s'est intéressé à l'association entre mortalité et taux de sécrétion autonome de cortisol par les incidentalomes surrénaliens. C'est une étude de cohorte suédoise. Alors pour resituer un petit peu le décor, quand on parle de sécrétion autonome de cortisol, qu'en est-il? Je vous disais, la plupart du temps, lorsqu'on a un incidentalome surrénalien, on va effectuer un test de suppression à la dexaméthasone et le cortisol basal qu'on mesure le lendemain, on considère qu'il est freiné s'il est inférieur à 50 nanomoles par litre. On considère qu'il n'est pas freiné s'il est supérieur à 138 nanomoles par litre. Et entre deux, il y a une zone grise où on parle parfois de sécrétion subclinique ou de Cushing subclinique parfois, donc des sécrétions autonomes de cortisol un peu intermédiaires. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on va se focaliser avec l'article du jour. Alors la question dans cet article, le but c'était d'investiguer le risque de mortalité toute cause associé à 3 niveaux de sécrétion autonome de cortisol que je vais vous définir dans la slide d'après, dans un grand groupe de patients avec des incidentalomes, un ou plusieurs, au niveau surrénalien. L'issue primaire, c'était la mortalité de toute cause, et l'issue secondaire, c'était un composite d'événements cardiovasculaires majeurs, MACE en anglais, qui était composé de mortalité de cause cardiovasculaire, d'infarctus myocardique non fatal, d'AVC non fatal, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou finalement de revascularisation, que ce soit de manière percutanée ou par pontage. C'est donc une étude de cohorte rétrospective, comme je vous l'ai dit. Les patients qui ont été enrôlés dans cette étude sont des patients consécutifs avec incidentalome surrénalien qui ont été identifiés entre 2005 et 2015 dans 2 hôpitaux suédois, donc c'est du multicentrique, avec un suivi qui allait jusqu'à 14 ans, donc des registres nationaux. Vous savez que dans les pays nordiques, ils ont volontiers des registres, surtout en Suède et au Danemark.
Et les cut-offs utilisés pour le cortisol plasmatique après test de suppression de la dexaméthasone de 1 mg étaient les suivants: moins de 50. Ensuite, on avait coupé la partie intermédiaire que je vous ai présentée tout à l'heure en deux parties à peu près égales dans la répartition du nombre de cas, entre 50 et 82 et entre 83 et 137. Et la quatrième catégorie, ceux qui avaient, après freination, un cortisol plasmatique à plus de 138 nanomoles par litre. Au total, le suivi médian était de 6,4 ans pour 1048 patients, 170 sont décédés. Les analyses statistiques étaient complexes, je vous passe les détails, je ne suis pas sûr de pouvoir vous les expliquer correctement. Si on regarde les caractéristiques de base des patients inclus dans cette étude, vous voyez selon les 4 groupes de cortisol, eh bien vous voyez que l'âge médian était entre 62 et 69 ans, un petit peu plus vieux pour ceux qui freinaient moins. Vous voyez la proportion de femmes, l'index de masse corporelle moyen qui était plutôt phase excès pondéral, on va dire, avec des comorbidités qui avaient tendance à être plus élevées lorsque finalement le cortisol plasmatique après freination n'était justement pas freiné. Donc par exemple plus d'hypertension, potentiellement un peu plus de diabète aussi, sachant que le dernier groupe, il faut faire attention à l'analyse parce que le nombre de patients inclus était relativement faible par rapport aux autres groupes. Pour ce qui est de la bilatéralité des adénomes, ce qui peut arriver relativement peu fréquent, sauf peut-être pour ceux qui freinaient un petit peu moins. Vous voyez aussi d'autres mesures comme la CTH ou la dihydroépiandrostérone sulfate qui ont été mesurées dans ces groupes. Et bien sûr, pour ce qui est du follow-up, du suivi, ceux qui avaient évidemment un cortisol non freiné étaient plus volontiers opérés, comme vous pouvez le voir en pourcentage. Certains décédaient, et il y a un petit peu plus de décès dans les parties à droite avec la non-frénation du cortisol. On va voir les résultats détaillés avec le suivi qui, je vous le disais, était de 6,4 ans de médiane. Alors voici l'issue primaire, donc c'est la mortalité de toute cause en fonction du cortisol DST, donc le taux de cortisol plasmatique après suppression avec 1 mg de dexaméthasone. Et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, les deux courbes du haut sur ce graphe de Kaplan-Meier sont relativement similaires et les deux courbes du bas aussi. C'est-à-dire que finalement, la mortalité était surtout augmentée pour ces deux groupes-là, c'est-à-dire ceux qui ne supprimaient pas du tout, avec un cortisol après suppression de la dexaméthasone à plus que 138, ou ceux qui étaient dans la zone un peu intermédiaire élevée, entre 83 et 137, alors que finalement ceux qui freinaient ou ceux qui étaient dans la zone intermédiaire basse, entre 50 et 82, comme vous pouvez le voir ici, n'avaient pas une mortalité particulièrement augmentée par rapport aux deux autres groupes. Il y a eu bien sûr des résultats avec une mortalité qui était ajustée pour 6 variables prédéfinies, dont le sexe, l'âge, le tabagisme, la présence de maladies cardiovasculaires et la fonction rénale. Mais je pense que ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est ce que j'ai entouré ici en bleu, c'est la comparaison entre les différents groupes de cortisol plasmatique après test de suppression à la dexaméthasone comparé à ceux qui suppriment, c'est-à-dire qui par définition ont un cortisol plasmatique inférieur à 50 nanomoles par litre. Et vous voyez que, en gros, que ce soit ajusté pour les 6 covariables prédéfinis ou les patients qui avaient une histoire médicale de cancer et de diabète, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui sont dans la zone intermédiaire basse, entre 50 et 82, n'avaient pas de différence significative avec ceux qui freinaient en dessous de 50. Ceux qui étaient dans la zone intermédiaire élevée, entre 83 et 137, avaient un risque de mortalité environ 2 fois plus élevé par rapport à ceux qui freinaient. Et finalement, ceux qui ne freinaient pas, avec un cortisol plasmatique à plus de 138 après test de freinage à la dexaméthasone, eux avaient un risque environ 3 fois plus élevé de mortalité par rapport à ceux qui freinaient. Si on s'intéresse maintenant à la cause spécifique de mortalité chez ces patients, qu'est-ce qui ressort de manière significative? Eh bien, comme vous pouvez le voir, on a essentiellement, si on regarde pour le groupe ici à plus que 83 nanomoles par litre, une significativité qui ressort pour les maladies cardiovasculaires. Donc les patients qui mouraient en fonction de leur non-suppression après test à la dexaméthasone, c'était surtout de causes cardiovasculaires, pas de significativité pour ce qui est cancer, maladies infectieuses ou autres maladies. Donc surtout une mortalité de causes cardiovasculaires chez ces patients, ce qui va assez bien avec les caractéristiques cliniques que je vous mentionnais au début, qui sont finalement celles du syndrome métabolique. Alors les conclusions de cette étude, c'est qu'il y a une association
qui est considéré comme linéaire entre l'augmentation de la mortalité et le cortisol après test de suppression de la dexaméthasone, jusqu'à une concentration plasmatique de cortisol de 200 nanomoles par litre. Entre 83 et 137, après suppression de cortisol, c'était associé à un risque augmenté de mortalité de 2 fois, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et lorsqu'on était à plus de 138, donc on ne freinait pas, un risque augmenté de mortalité de 3 fois. Alors, ces analyses suggèrent aussi un lien causal entre cortisol après suppression par la dexaméthasone et mortalité, mais bien entendu, cette étude est une étude de cohorte rétrospective et de par sa nature observationnelle ne peut pas l'établir de manière formelle. Bien sûr, d'autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats, qui sont basés sur 2 centres dans un pays unique, mais bien sûr, dans l'intervalle, ces données peuvent être considérées, notamment dans la discussion qu'on a avec le chirurgien dans les tumor boards, pour savoir si le patient doit être ou non un candidat à la chirurgie. Cette étude a bien sûr des limitations. Le design ne permet qu'une évidence indirecte de causalité entre sécrétion autonome de cortisol et mortalité. Parfois, il y a des médicaments qui peuvent induire le cytochrome P3-4, comme par exemple phénitoïne, rifampicine, carbamazépine et d'autres, qui vont accélérer le métabolisme de la dexaméthasone. Donc la dexaméthasone qu'on donne à 23 heures le soir va être rapidement dégradée, ce qui fait que la suppression du cortisol plasmatique va être suboptimale. Donc on aura finalement des faux positifs, un non-freinage, alors même que le patient, peut-être en temps normal, s'il n'y avait pas ce métabolisme augmenté, aurait freiné. Donc potentiellement une sous-estimation du risque associé à la sécrétion autonome de cortisol. Pour ceux qui ne freinaient pas du tout, qui avaient plus que 200 nanomoles par litre après 1 mg de dexaméthasone, il y avait peu de patients. Alors quelle est la précision du risque de mortalité dans ce cas? On ne sait pas. Il faut finalement savoir que les causes de mortalité qui étaient l'issue primaire ou de MES, l'issue secondaire, étaient issues de registres et ça peut être inexact dans 10 à 15% des cas. Je termine par un petit algorithme diagnostique qui est plus utile à but de formation et j'encourage les internes plus jeunes qui nous regardent à aller télécharger cette clinical practice du New England qui est bien fait et qui vous permet de prendre en charge, ou en tout cas d'avoir une meilleure compréhension de ces situations pour lesquelles il y a 2 évaluations, une évaluation radiologique, une évaluation hormonale, avec ensuite évidemment une prise en charge qui dépend de cet algorithme pour lequel je ne vais pas aller dans les détails. Et je vous remercie de votre attention.